Pour cette séance du 30 mai de l'Université populaire, Louis Couturier, secrétaire de l'IRELP, va traiter de les femmes dans la Commune de Paris. À toi, Louis. Bien. Alors, en préalable, je voudrais rappeler que le mouvement des universités populaires a été lancé après l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire après 1906, pour apporter les lumières de la science aux ouvriers. Des universitaires se socialisant venaient avec des succès divers, conférencier dans les faubourgs. Ils mériteraient d'ailleurs de trouver une place dans les anthologies consacrées à l'éducation populaire, ce qui, à ma connaissance, n'est malheureusement pas le cas. Alexandra David-Néel suggérait de choisir comme cours ou conférence des sujets apportant aux auditeurs des matières scientifiques dont ils pourront tirer des conclusions pratiques, des faits susceptibles de détruire les préjugés du passé, comme d'empêcher l'adoption d'idées sans base réelle. Vous comprenez que je rapporte ces propos parce que, bien qu'il soit vieux de 100 ans, de plus de 100 ans même, il reste valable et à la base de la démarche de l'IRELP qui organise ces universités populaires tous les derniers vendredis de chaque mois. Ce ne sont point des appréciations toutes faites qu'il convient d'apporter au peuple, dit-elle, mais des faits. Des faits dans toute leur simplicité. Des faits démontrés dont l'on puisse donner ou tout au moins faire entrevoir les preuves. Voilà donc des faits relatifs à la Commune de Paris, susceptibles de détruire les préjugés du passé sur l'incapacité des femmes, sur leur vocation à être ménagères ou prostituées, comme le prétendait Proudhon, à la suite de 2000 ans de christianisme. Des faits qui touchent des anonymes et qui, de ce fait, ont échappé aux historiens de la Commune de Paris. Des faits que je dois en grande partie au travail de fourmi des amis de la Commune de Paris, qui ont publié en avril 2013 un petit dictionnaire des femmes de la Commune que je ne saurais trop conseiller à votre attention. Ceux qui prétendent tout savoir sur la Commune, comme ceux qui sont moins savants, tireront parti de ces faits d'hier, évidemment, susceptibles de mener à des conclusions pratiques dans le monde d'aujourd'hui. Venons-en donc aux femmes de la Commune et aux femmes dans la Commune. Les femmes de la Commune de Paris sont les oubliées de l'histoire, comme tous les anonymes, hommes ou femmes, qui ont écrit cette grande page révolutionnaire. Elles ont été présentées comme des femelles, des louves, des mégères, des soifardes, des ribaudes, des pétroleuses, des pillardes, des buveuses de sang, des laidrons furibondes, et j'en passe. Les célébrités de l'époque y sont allées de leur crachat, sans les connaître, puisqu'ils ne fréquentaient pas le peuple. On connaît les propos d'Alphonse Daudet, d'Alexandre Dumas fils, de Maxime Ducamp, l'ami de Flaubert, des frères Goncourt, de Lecomte de Lille. Heureusement, pour les défendre, il y a eu Émile Zola dans La débâcle, Paul Verlaine, Victor Hugo. Tous les deux ont rendu hommage à Louise Michel, Arthur Rimbaud, et aussi les artistes qui se sont produits à leur côté pour rassembler des fonds pour les œuvres de la Commune. Qui furent-elles? Jean Maitron, historien connu, ne disposa que d'un corpus limité de cas pour présenter un point de vue objectif limité à 115 condamnés. Elles étaient de nationalité française, à l'exception de 2 Polonaises et d'une Belge. Il faut dire que pour les Versaillais, Polonais, Italiens, Hongrois signifiait communard, donc à fusiller sur place sans procès. J'insiste sur les Polonaises. Évidemment, elles sont moins connues que Jaroslav Dąbrowski, le meilleur général de la Commune, qui a été blessé à mort le 23 mai rue Mira. Ces Polonaises, donc, les voici. Marie Mikurska, Hélène Grudzinska,
Rosalie Kusakowska, Victorine Kokawski, Marie Brakowski, veuve Prusinowska, Kaweka Ladoshka, connue pour avoir fréquenté les clubs du 6e, du 9e arrondissement et le club des libres penseurs installé à Saint-Germain-d'Auxerrois. Elle était la femme d'un lieutenant-colonel de la commune. Il convient d'ajouter Paul Munk, née Paulina Mekarska, fille d'un neveu du général Antoine Poniatowski et cousin du dernier roi de Pologne. Des Russes ont joué un rôle de premier plan. Anna Jaklar, née Korvin Krykovskaya. Elisabeth Mitriev Tomanovskaya, née Elisabeth Loukinitcha Koucheleva. Une Russe polyglotte, épouse d'un colonel russe qui avait eu 20 ans au 1er novembre 1871. Elle était donc dans sa 21e année. Des Belges, Petroni Kinderman, Florence et Marie-Antoinette van der Waal. Elisabeth Dmitriev était l'exception. La plupart des femmes de cet échantillon étaient d'âge mûr. 62% de ces 115 étaient âgées de 30 à 50 ans. Les 3/4 étaient mariées ou veuves. C'étaient des ouvrières des 18e et 12e arrondissements de Paris. Des travailleuses des métiers du vêtement en majorité. Accusées sans preuve d'être des pétroleuses, on ne trouve parmi elles aucune criminelle. Beaucoup devaient vivre en concubinage, le divorce n'existait pas. C'était assez pour que les cubénis de Versailles les qualifient de prostituées, de femmes qui se livraient au désordre. Jean Métron a trouvé 4 internationalistes, donc Elisabeth Dmitriev, une belle russe envoyée en mission à Paris par Karl Marx en mars 1871, grande blonde, vêtue d'une robe rouge ou de velours noir, revolver à la ceinture. Un laidron, comme diraient les ennemis de la commune. Anna Jaklar appartenait au groupe russe de l'Association internationale des travailleurs. La troisième, Nathalie Lemel, née Duval de Brest. Marguerite Victorine Tinaer, née Guerrier d'Issoire, institutrice. Alors je donne ces deux noms, plusieurs noms, parce que la même personne pouvait avoir un nom de femme, son nom de famille d'origine, et puis même souvent un pseudonyme. Donc on peut se mélanger un petit peu les idées. Donc c'est pour ça que je précise ces noms à l'occasion. Alors ces 4 internationalistes ont milité parmi des communardes et des communards majoritairement proudhoniens, blanquistes, libertaires. Elles ont su le faire et tenir toute leur place. J'y reviendrai. Il convient d'ajouter à ces 4 dirigeantes Octavie Tardif, secrétaire de la section du Panthéon de l'Association internationale des travailleurs, très active aux côtés des précédentes. Combien payèrent de leur vie, combien furent condamnés? Parmi les 10 à 20 000 morts des combats, combien de femmes? On n'en sait rien. On n'en saura certainement jamais rien, parce que des milliers de fiches ont été détruites quelques années après la Commune. Combien de femmes parmi les 20 à 35 000 victimes d'exécutions sommaires? La terreur versaillaise n'a pas fait de quartier. Elle n'a épargné ni les femmes, ni les enfants, ni les vieillards. Parmi les 35 578 prisonniers, les Versaillais ont relevé 1058 femmes et 651 enfants. 70 000 enfants, femmes, vieillards se sont retrouvés privés de soutien. On a relevé que 100 000 électeurs ont disparu entre février et juillet 1871. Sur ces 100 000 hommes, combien ont pu quitter Paris? Combien ont payé de leur vie? Et combien de femmes les ont accompagnés? On n'en sait encore rien.
Ce qui est sûr, c'est que la saignée a été pire qu'en juin 1848 et que les femmes n'y ont pas échappé. Adolphe Thiers a atteint le but qu'il poursuivait depuis juin 1848, écraser le prolétariat parisien. Sur les 1058 prisonnières, 758 ont été déférées devant les conseils de guerre, 170 ont été condamnées à des peines diverses, parmi elles des anonymes, comme Anne-Marie Menant, d'Ille-et-Vilaine, cuisinière, condamnée à la peine de mort, puis aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation en Guyane. Léontine Suetens, de Beauvais, blanchisseuse, condamnée à la peine de mort, puis aux travaux forcés à perpétuité, déportée à Cayenne. Marie-Wolfe Guyard, de Bar-le-Duc, chiffonnière, ambulancière, condamnée à la peine de mort. Clotilde Legros, ou Clotilde Vallée, de Paris, piqueuse de bottines, condamnée à 5 ans de réclusion. Victorine Maris, ou Marie Boquin, de Choiseul, en Seine-et-Oise, lingère, condamnée à 5 ans de réclusion. Même si on ajoute Elisabeth Rétif, cartonnière, déportée en Guyane, Joséphine Marguerite Marchais, vivandière, déportée à Cayenne, en Guyane, et Elisabeth Papavoine, couturière, déportée en Nouvelle-Calédonie, l'échantillon étudié est mince. Il ne permet même pas de connaître le sort des 150 autres. Le sort des internationalistes est mieux connu que celui des anonymes dont je viens de parler. Elisabeth Mitrieff réussit à quitter Paris et à rentrer en Russie. Elle fut condamnée par contumace à la déportation dans une enceinte fortifiée. Elle a échappé au bagne en Nouvelle-Calédonie. Anna Jacquelard se réfugie en Suisse, puis en Russie. Elle fut condamnée par contumace aux travaux forcés à perpétuité. Elle fut graciée en 1879. Marguerite Victorine Tiner avait réussi à gagner la Suisse avec ses 5 enfants. Son mari a été fusillé, coupable d'être son mari. Elle fut condamnée par contumace à la déportation à perpétuité dans une enceinte fortifiée. Comme Mitrieff, elle a échappé au bagne. Nathalie Lemel fut déportée en Nouvelle-Calédonie aux côtés de Louise Michel et accepta sa grâce en 1879. On ne sait pas ce qu'il advint de tardif. Bien sûr, parmi les condamnés sortis de l'anonymat, la figure de Louise Michel se dégage. Louise Michel fut dans un premier temps condamnée à la déportation dans une enceinte fortifiée en Nouvelle-Calédonie, puis à la déportation simple. Elle avait la liberté d'aller et de venir, mais pas la liberté de quitter la Nouvelle-Calédonie. Elle refusa sa grâce en 1879 et ne rentra à Paris qu'en 1880. Elle retrouva en Nouvelle-Calédonie Nathalie Lemel, Marie-Augustine Chiffon, une lingère ambulancière intrépide, dite la capitaine, Elisabeth Deguy et 15 autres condamnés à la déportation, dont Victorine Georget, une créole qu'on appelait la Grande Victorine. Madame Leblanc, Euphrasine Besselin avec ses 2 enfants, Béatrice Excoffon, encore appelée Béatrice Ouvrier, de Cherbourg, mère de 2 enfants, ambulancière, libérée en 1878, vice-présidente du club de la Boule Noire dans le 17e arrondissement. Elles ont connu l'enfer. Enfer en détention, dans les prisons. Alors la prison Paris-Saint-Lazare, au chantier de Versailles, à la Roquette à Paris, à Auberive en Haute-Marne, à Clermont-de-Loise ou encore à Chartres. L'enfer des Pontons, l'enfer pendant la transportation en Nouvelle-Calédonie, elle durait 120 jours. Puis, au bagne, en enceinte fortifiée. À la gare de l'Ouest, à Versailles, 800 femmes se sont retrouvées à coucher sur la paille, sans possibilité de changer de linge, parmi les prostituées, fouettées, insultées, humiliées. Ce qui est sûr, c'est que parmi les milliers d'anonymes qui se sont levés pour la Commune, les femmes ont payé un lourd tribut que les cas évoqués ici ne permettent que d'entrevoir et auxquels il faut ajouter les morts au combat sur lesquels on ne sait rien. Alors voyons maintenant les femmes dans la Commune. Du 18 mars au 28 mai 1871, des femmes se jetèrent dans la fournaise. Elles en comptaient parmi les plus ardents défenseurs de la Commune, soit en assurant la logistique, soit en portant les armes comme les hommes. Le 18 mars, à Montmartre, elles poussèrent les soldats à fraterniser.
On retrouve les femmes dans les clubs, dans les salles de rédaction des journaux, dans les cantines, à l'hôpital, dans les ambulances et sur les barricades. Alors, voici quelques exemples. J'insiste sur le rôle des clubs. C'était des lieux de discussion, des lieux de formation, on peut dire des lieux qui ont contribué à l'éducation populaire. Je crois que, je ne sais plus quel historien ou révolutionnaire a dit, en quelques semaines, ces femmes et ces hommes ont appris plus sur la Révolution qu'en plusieurs années d'études. Mais pas seulement à courir disons, pour essayer d'échapper aux balles, mais elles ont appris sur des questions de fond, sur la place de l'école, de la religion, la société, etc. Elles ont allié là la théorie et la pratique. Citons parmi ces clubs donc l'association civile des citoyennes du 6e arrondissement, qu'on a appelé le club de Madame Alix, qui en réalité s'appelait Joséphine Poinbeuf, hein, et dans ce club, 300 femmes étaient inscrites. J'en reparlerai. Club de la Révolution sociale à Saint-Michel-des-Batignolles, fondé le 3 mai 1871. Club des prolétaires à Saint-Ambroise, dans le 11e arrondissement, dont la secrétaire était la citoyenne André, une blanchisseuse. Club de la Boule Noire, dans le 17e. Club du Pré-au-Clair. Et puis, la plupart des clubs se réunissaient dans des églises. Alors, Club Notre-Dame-de-la-Croix, Club Saint-Séverin, Club Saint-Bernard dans le 17e, Saint-Sulpice, la Trinité, Saint-Nicolas-des-Champs, Saint-Éloi dans le 12e, Club des libres penseurs de Saint-Germain-l'Auxerrois, que j'ai évoqué tout à l'heure. Les femmes se retrouvaient dans des sociétés, Société des Amis de l'Enseignement pour la réorganisation des crèches, Société de l'éducation nouvelle, animée par Tinaer, une institutrice, qui se prononçait pour une école laïque, gratuite et obligatoire. Vous voyez, mais là, Tinaer, c'est l'international. J'insiste là sur le fait que les internationalistes étaient minoritaires, n'étaient pas nombreuses, elles étaient à leur place, sans imposer leurs idées, mais elles avaient des idées et des propositions qui leur permettaient d'être à la première place. Je pense que c'est très instructif pour tout le monde. Société des Équitables de Paris, coopérative de production. On les retrouve comme journalistes, en particulier Léodile Bérat, qu'on connaît sous le nom d'André Léo, et Anna Jacquelard, qui ont collaboré à la République des travailleurs, qui était l'organe de l'AIT, organe hebdomadaire de la section Batignolles et Termes de l'OIT. Elle avait été, ils ont collaboré là de 8 janvier au 4 février, et puis André Léo a fondé la République des travailleurs, qui est parue du 31 mars au 17 mai. Mais André Léo envoie des articles un peu partout. Par exemple, dans La Sociale, qui est un hebdomadaire de la Fédération jurassienne, et André Léo était favorable à la liberté de la presse au moment où il a été question d'interdire les journaux favorables à Versailles. Alors plus directement, je vais rapporter des initiatives qui sont pas très connues. Par exemple, l'appel du 11 avril. Je vous en donne des extraits. Paris est bloqué, Paris est bombardé. Citoyennes de Paris, descendantes des femmes de la Grande Révolution, tout est résolu, tout uni, veillons à la sûreté de notre cause, préparons-nous à défendre et à venger nos frères. Les citoyennes patriotes sont priés de se réunir mardi 11 avril afin d'organiser le mouvement des femmes par rapport à la défense de Paris. Ça a été publié au journal officiel de la commune et cet appel a été rédigé par Elisabeth Dmitrieff, au nom des autres. De toute façon, ces représentantes étaient élues et révocables. Si Dmitrieff n'avait pas exprimé le sentiment des autres, elle aurait été démise immédiatement. Il faut bien avoir ça à l'esprit.
À la suite de cet appel fut fondée l'Union des femmes pour la défense de Paris, auquel se joignirent les femmes du club de Madame Alix, dont j'ai parlé tout à l'heure. Elle demande une salle dans chaque arrondissement. Elle demande que dans chaque arrondissement, un bureau de femmes soit élu et de délégués élus irrévocables. À la tête de cette union, il y avait un comité central avec une commission exécutive. Alors, le comité central de l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés a mené de front les tâches d'entraide et solidarité, l'organisation du travail des femmes à Paris, l'achat des armes, la constitution des chambres syndicales et fédérales de travailleuses unies. L'Union avait des comités donc dans chaque arrondissement avec un bureau élu irrévocable et fut en quelque sorte la section féminine de l'Internationale avec 4000 adhérents. À sa tête, Nathalie Lemel, qui était déléguée du 6e arrondissement, l'amie de Eugène Varlin, Elisabeth Mitrieff, The Russian Lady, selon Karl Marx. Elisabeth Mitrieff, alors, n'avait que 20 ans, je le rappelle, c'est ça. À leur côté, mérite d'être cité Alice Jacquier, Gilles Thiers, Blanche Lefebvre, blanchisseuse qui représentait le 10e arrondissement, les femmes du 10e arrondissement, Marceline Leloup, couturière, pour le 11e, Adèle Gauvin, cartonnière du 20e arrondissement, les citoyennes Aglaé Jarry, représentant le 17e, et Colin Chaussonnière. Elles ont signé l'appel aux ouvrières pour une réunion à la Bourse du Travail le 17 mai, aux côtés de Léo Frankel, l'internationaliste délégué au département du travail. C'est dire si la Bourse du Travail était vraiment, c'est très symbolique. Voici l'appel aux ouvrières. Le comité central de l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés charge la commission de travail et d'échange de la commune, de l'organisation du travail des femmes à Paris, de la constitution des chambres syndicales et fédérales des travailleurs unis. Au passage, je vous indique qu'elles travaillaient, toutes ces commissions, toutes ces femmes, travaillaient en liaison avec la commune. Elles étaient se considéraient comme des commissions de la commune de Paris. Vu l'identité des chambres syndicales et fédérales des travailleurs, du groupement des ouvrières en sections de métiers formant des associations ouvrières, des associations productives libres fédérées entre elles, en conséquence, invite toutes les ouvrières à se réunir aujourd'hui, mercredi 17 mai à la Bourse, à 7h du soir, afin de nommer des délégués de chaque corporation pour constituer les chambres syndicales qui, à leur tour, enverront chacune 2 délégués pour la formation de la Chambre fédérale des travailleurs. Pour tous les renseignements, s'adresser au comité de l'Union des femmes, institué et fonctionnant dans tous les arrondissements. Siège du comité central de l'Union, rue du Faubourg Saint-Martin, à la mairie du 10e arrondissement. Vu et approuvé par Léo Frankel, le délégué au département du travail de l'échange. Léo Frankel, qui était un des responsables dirigeants de l'AIT. La commission exécutive du comité central, Nathalie Lemel, Aline Jacquier, Leloup, Blanche Lefebvre, Colin Jarry, Elisabeth Mitrieff. Vous voyez aussi que c'était vraiment les ouvrières du vêtement, couturières, giletières, blanchisseuses, chaussonnières, voilà. Et c'est évidemment c'est tout un monde par rapport à celui qui venait de s'écrouler, la Camarilla qui était autour de Napoléon III, ou ceux qui se trouvaient autour du gouvernement provisoire, qui avait confisqué en septembre 1870, qui avait confisqué les possibilités pour les travailleurs d'instaurer dès septembre une commune à Paris, avec des délégués élus irrévocables. Voilà. À Paris et ailleurs. Alors, ce comité n'est pas le seul qui ait existé.
comme m'a fait remarquer le président, cher Jean-Marc Schiappa, il me dit, mais c'est pas parce que tu as plus de renseignements sur le comité central de l'Union des femmes pour la défense de Paris que les autres comités n'ont pas été actifs et ne méritent pas notre attention. L'absence de documents ne veut pas dire non-existence. Alors donc j'évoque au passage le comité de vigilance des citoyennes de Montmartre avec Annie Jacquelard, Louise Michel, André Léo, Paul Minck et Sophie Poirier. Sophie Poirier était la présidente de ce comité et la citoyenne Tesson était la vice-présidente. Alors ce comité a créé un corps d'ambulancières, a demandé la disparition des prostituées de la voie publique et l'élimination des religieuses des hôpitaux et des prisons. Alors Sophie Poirier, en fait c'est Sophie Doctrinale, dite Sophie Poirier, a réorganisé le travail dans les ateliers féminins abandonnés par les bourgeois. On retrouve André Léo, Anna Jacquelard, Sophie Poirier, aux côtés d'Élisée Reclus et d'Édouard Vaillant pour laïciser l'école. Mais là, il ne s'agit pas d'un comité avec des délégués élus révocables dans les différents arrondissements. Donc en quelque sorte, on appellerait ça dans notre langage aujourd'hui un appareil politique de la lutte. Non, c'était un comité avec des gens divers qui étaient chargés donc en particulier des ambulances, d'organiser le service d'ambulance, et y compris, on verra, de porter des armes à la fin. Le comité des citoyens du 17e arrondissement, avec André Léo, s'est occupé des ambulances, des fourneaux, et il a combattu sur les barricades. En effet, beaucoup de femmes ont servi la Révolution les armes à la main, surtout après l'appel du 11 avril. Mais dès septembre 1870, elles réclamaient des armes. André Léo et Louise Michel réclamaient des armes. À cette époque, les délégués de l'Internationale, qui étaient en relation avec Karl Marx, Friedrich Engels, ne poussaient pas dans cette direction. Ils disaient, il vaut mieux, non pas temporiser, mais il vaut mieux attendre. Aujourd'hui, il serait aventureux de se lancer dans cette direction-là. Bon, ça se comprend d'ailleurs. Dès le 3 avril, 700 femmes ont marché sur Paris. Le 6 mai, le comité central de l'Union des femmes réclamait la guerre à outrance. Comme Engels, elles avaient compris que c'était sur ce terrain que se jouait le sort de la Commune. En effet, au passage, j'indique que de Londres, les dirigeants de l'AIT ont été mis devant le fait accompli. Ils n'étaient pas pour le déclenchement de la guerre civile à partir de Paris, mais ils ne sont pas restés inactifs. Ils ont assuré la défense politique des communards par des courriers aux Anglais, aux Américains, aux Russes, aux Allemands. Et puis ils étaient en relation avec Léo Frankel, puisque celui qui aurait pu, d'autres qui auraient pu le faire n'étaient pas sur place, ils étaient restés en dehors, il n'était pas dans Paris. Et puis il avait donc The Russian Lady qui était sur place et qui a dû, elle aussi, dans la mesure du possible, réfléchir pour intervenir au mieux dans cette affaire. Alors, mais en tout cas, les internationalistes ont très bien compris que l'essentiel allait se jouer sur le terrain militaire, les armes à la main, et qu'on perdait du temps à tergiverser, à retarder les opérations militaires pour aller démolir l'armée de Thiers, qui finalement était beaucoup moins nombreuse et beaucoup moins organisée, beaucoup moins équipée que l'armée de la Commune. Je vous cite au passage que pendant la Commune de Paris, il n'a pas été question de manger des rats et des éléphants, et que d'autre part, l'armée de la Commune de Paris n'a jamais manqué d'armes, ni de munitions.
Ils n'ont pas manqué de canons, ils n'ont pas manqué de bateaux sur la Seine, ils n'ont pas, etc. Ils ont manqué disons, de direction politique et de direction militaire pour faire prévaloir cette supériorité sur le terrain et modifier les rapports de force sous les yeux de Bismarck. Les choses se seraient peut-être passées autrement, mais en tout cas, ils auraient marqué un gros point. Alors, le 13 mai, le club Saint-Séverin vote la création d'un bataillon féminin. Dès le 23 mai, donc le comité central dit tout aux barricades. Louise Michel affirme que 10 000 femmes, éparses ou ensemble, combattirent pour la liberté. 10 000 aux côtés des 200 000 volontaires de la garde nationale. On peut dire que c'est pas beaucoup. Enfin, cela dit, c'est quand même considérable. Notamment pour conforter la cohésion de ces 200 000 volontaires. Louise Michel se battit et fut blessée à Issy-les-Moulineaux, à Clamart, au Batignolles, avec André Léo, dans le cimetière de Montmartre, à la chaussée Clignancourt. Les combattantes de la rue Le Pic, le 23 mai, furent toutes fusillées. Le même jour, place Blanche, 120 femmes ont défendu la barricade. Parmi elles, Elisabeth Mitrieff, Nathalie Lemel, Blanche Lefebvre, Malvina Poulain, Béatrix Escoffon. Elles ont combattu rue du Pot de Fer, rue Mouffetard, au Conservatoire, la gare de l'Est, à la barricade du Château d'Eau, où 52 femmes ont été abattues. Elles furent aussi déterminées dans les ambulances que sur les barricades, devant les conseils de guerre ou au bagne. Elles ont contribué sur le terrain à la mise en œuvre de la séparation des églises de l'État, à mettre en place un enseignement populaire laïque et gratuit, à remettre en route des fabriques et des ateliers abandonnés à l'égalité de traitement des étrangers. Au passage, je vous rappelle que l'appel aux ouvrières dit vu l'identité des chambres syndicales et fédérales des travailleurs, du groupement des ouvrières en section de métier, etc., etc. L'égalité du groupement. Il n'est pas question de bataille des hommes contre les femmes, il n'est pas question d'une lutte de sexe, il n'est pas question non plus de lutte pour des droits civiques, pour avoir le droit de voter. D'ailleurs, à ce moment-là, il y avait autre chose à faire, peut-être, que d'élire une commune au moment où, et de se bagarrer pour que les femmes puissent voter, au moment où il s'agissait de prendre les armes et où elles occupaient toute leur place sans que personne ne leur conteste cette place. Et à tous les niveaux, puisque certaines se trouvaient à des postes de commandement dans l'armée. Voilà. Alors, ces femmes ont combattu donc je vous ai dit, vaillamment, déterminées, et elles ont été amenées à réorganiser l'école, réorganiser les crèches, etc., mais pas à partir d'un programme. C'est que les bonnes sœurs étaient parties. Et donc, il fallait prendre leur place. Donc, elles ont été remplacées par des institutrices laïques. Bon, les ateliers étaient abandonnés par les patrons. Eh ben, il fallait les remettre en place. L'approvisionnement de la même manière. Donc, il a fallu tout réorganiser. Pendant que les communards organisaient la poste, organisaient l'imprimerie nationale, etc., ben, ils se sont trouvés de fait par, comment dirais-je, des responsabilités, donc toutes ces qu'elles n'avaient pas prévues, auxquelles elles n'étaient pas préparées, mais auxquelles elles ont vaillamment qu'elles ont vaillamment prises en main. Alors, les vraies femmes de Paris avaient reparu à la surface, héroïques, nobles et dévouées, comme les femmes de l'Antiquité, écrit Karl Marx. Victor Hugo dit « Les chiennes font horreur, vedant mordre la louve ». Alors les chiennes, ce sont les Versaillaises qui charcutent dans les cadavres des communards fusillés avec leur ombrelle, comme ça a été rapporté.
En massacrant la commune de Paris, en massacrant femmes et enfants, en persécutant l'Association internationale des travailleurs, les partisans de l'ordre ne se doutaient pas que ce même mouvement international renaîtrait à Saint-Pétersbourg en 1905, puis en février-octobre 17, que la séparation de l'Église et de l'État, instaurée par la Commune, serait votée en 1905. Ils ne se doutaient pas que la Commune de Paris deviendrait une référence pour tous les révolutionnaires, de Berlin à Budapest, de Shanghai à Barcelone ou encore à Irbid. Beaucoup de libres penseurs, comme les internationalistes, y ont pris toute leur place aux côtés des autres courants qui poursuivaient le même but. Mener à des réflexions pratiques, comme je disais en introduction, sur le monde d'aujourd'hui, eh bien, je pense que cette étude le permet. La Commune a répondu à des besoins pratiques liés à l'effondrement du pouvoir, sans avoir conscience de la portée révolutionnaire de ce qu'elle faisait, et sans programme. Les femmes ne se sont pas engagées contre les hommes, mais avec et aux côtés, classe contre classe, pour le gouvernement du peuple par lui-même. Pour conclure, en ces temps où on cherche des responsabilités aux événements récents, je vous soumets à votre réflexion cette formule de Saint-Just. Le premier ennemi du peuple est son propre gouvernement. Je répète, le premier ennemi du peuple, c'est son propre gouvernement. Et il en savait quelque chose, parce que lui-même appartenait à ce gouvernement. Et pour répondre à ce problème de représentativité, de démocratie, eh bien, les femmes de la Commune, avec les délégués de la Garde nationale, ont inventé les délégués élus et révocables pour que la souveraineté du peuple soit totale, et elles ont pris toute leur place dans le premier gouvernement ouvrier de l'histoire. Je vous remercie, mes chers amis.